À Mayotte, le soleil se lève toujours super tôt, ce qui fait aussi que la nuit tombe dès 16h, 17h. Ce matin, je me lève de mon lit, je me faufile à travers la moustiquaire et je retrouve ma grand-mère sur sa terrasse. Kwesi Dadi. Je la salue dans un shibushi approximatif. À Mayotte, en fait, on parle deux langues régionales. Dans le nord, c'est le shimaoré, et dans le sud, c'est le shibushi. Le shibushi, ça ressemble beaucoup à du malgache. Ma mère a par ailleurs une amie de Madagascar, et elles peuvent se comprendre malgré les différences. Personnellement, je parle pas shibushi. Même si c'est la langue maternelle de ma mère, elle a fait le classique de je te parle jamais dans cette langue, sauf quand je suis énervée. Donc pendant très longtemps, je connaissais que Entei, dont je vais pas faire la traduction. Et au final, c'est lors de mes voyages à Mayotte que j'apprends un petit peu de vocabulaire, comme par exemple Anu Milai Pechaka, ce qui veut dire est-ce que tu veux t'asseoir, Ambumati, ce qui veut dire viande, Mabawa, du poulet, ou encore Zawande Akuban, je vais au lit. Un jour, après avoir vu des maquis dans un arbre, j'ai voulu dire à ma grand-mère les singes sont dans la forêt. Et en fait, je l'avais tellement mal prononcé que ma mère m'a dit que j'ai dit le singe est mort dans la forêt. Bref, j'ai encore beaucoup à apprendre à ce sujet-là. Pour le petit déjeuner, je vais dans la cuisine, je prends un verre et j'ouvre le robinet. Il fait déjà assez chaud le matin, donc c'est important de s'hydrater. Et au final, il n'y a pas d'eau. Pendant tout mon voyage, j'avais le réflexe d'ouvrir le robinet pour boire, faire la vaisselle, me brosser les dents. Mais on avait de l'eau que tous les 3 jours. J'avais aussi ce problème pour tirer la chasse d'eau, donc j'étais obligée de prendre un seau d'eau et de faire la chasse d'eau manuellement. Alors voyons pourquoi il n'y a pas d'eau à Mayotte. Déjà, première chose à savoir, c'est que c'est pas du tout récent. Dès 1989, à Brandélé, dans le sud de l'île, l'alimentation en eau avait cessé pour toute la ville en vue de matériel défectueux. Et ces pénuries d'eau sont récurrentes depuis 1997 et s'aggravent depuis 2016. Pour la production en eau, 80% vient de deux retenues collinaires, donc de l'eau en surface. Sinon, 18% viennent de forages et d'une usine de dessalement qui alimente la petite terre. Donc c'est un petit peu fragile. En plus de cela, à Mayotte, le réseau de distribution n'est pas au point. Le problème n'est donc pas récent, on a pu le voir, et en plus de cela, depuis 2016, la situation s'aggrave avec la saison des pluies qui arrive très tardivement, la déforestation massive et l'explosion démographique. En 2017, l'État français va donc octroyer 77 millions d'euros pour un plan urgence eau afin de sécuriser et augmenter les réserves. Pourtant, en 2024, la situation ne semble pas s'être améliorée. La Cour des comptes va alors saisir le syndicat des eaux de Mayotte. Les motifs sont notamment corruption et détournement de fonds publics. La population va également intervenir en justice, à l'image du collectif Mayotte a soif, qui a porté des actions contre l'État français et la SMAE. On écoute l'un des membres du collectif que j'ai pu interviewer en août 2024. La première plainte qu'il y a eu, c'était par rapport à la non-potabilité de l'eau. Après, on a fait un référé liberté au mois de novembre. On a été débouté par le tribunal administratif de Mayotte parce qu'ils ont dit que avait fait ce qu'il fallait pour gérer la crise de l'eau au mieux et voilà, c'est les 2 seules choses, à ma connaissance, vraiment qui ont abouti pour le moment. L'usine de Allemands là, pendant la crise de l'eau, elle était pas à son plus fort rendement et ils ont dû faire des forages en urgence, des petites choses comme ça, en urgence. Tout a été fait en urgence, en fait. Si, par exemple, l'année prochaine, il y a une nouvelle sécheresse, ça va être pareil, en fait. Tu auras vu qu'il y a un manque d'infrastructures, il va manquer d'eau, donc ils vont remettre des actions en place, mais que sur du court terme, en fait, pas sur du long terme, en fait. Et nous, on veut des actions sur le long terme de la part de l'État. Septembre-octobre, on a eu, pendant 54 heures, on n'avait pas d'eau sur la semaine, en fait. Et il y a des quartiers, par exemple, ma collègue, la présidente de l'association, elle n'avait pas d'eau H24 parce que l'eau n'arrivait pas à son étage, en fait. Après 2016, tout avance de façon graduelle. La fréquence des coupures augmente jusqu'à atteindre en 2020 l'installation de tours d'eau. D'abord pour la saison sèche, puis pour l'intégralité de l'année à partir de 2022. Avec ces tours d'eau, certains Mahorais vont avoir de l'eau au robinet pendant que d'autres non, puis inversement. Des distributions ont également pris place. On retrouve 330 000 litres d'eau distribués chaque jour grâce à la présence de pompiers, militaires et bénévoles. On retrouve tout de même certains défauts à cette distribution. Pareil pour la distribution d'eau, par exemple, moi, j'ai voulu y aller 2 fois et les 2 fois, j'ai pas pu avoir les bouteilles d'eau gratuites parce que les containers ne sont pas arrivés dans mon village. Du coup, chaque fois, je dois acheter les packs d'eau et tout et depuis le début de la crise de l'eau, ou pratiquement depuis le début, quoi, je consomme plus d'eau. Les 2 seules fois où j'ai voulu le faire, j'étais malade. Donc du coup, on est 2 personnes à la maison, ma femme et moi. J'achète 2 packs d'eau, ça nous fait, 2-3 semaines à peu près. Ce manque d'eau pose problème, notamment d'un point de vue de la santé et de l'éducation. Certaines écoles ont préféré fermer leurs portes pendant un certain temps, notamment en 2023.
Et cette situation critique risque d'empirer selon les prévisions climatiques qui annoncent des périodes de sécheresse plus longues et plus intenses. Au niveau de la santé, le manque d'eau peut provoquer la propagation de maladies parfois mortelles, comme le choléra qui a fait 2 morts sur l'île. En 2025, on nous avait annoncé la fin des tours d'eau fin 2026, mais aujourd'hui en 2026, on voit plutôt ça à l'horizon 2027. Pour arriver à la fin de ces coupures d'eau, on nous a annoncé de nouveaux forages qui seront mis en place notamment en juillet 2025. C'est ce qu'avait annoncé Yves Cochet, nouvel expert de haut niveau en charge du plan eau de Mayotte. En plus de son arrivée, l'Office de l'eau a finalement été acquis le 15 octobre 2024. Avant ça, Mayotte était le seul territoire français à ne pas en posséder. On nous a aussi annoncé une deuxième usine de dessalement qui sera en place dans le centre de l'île à Ironibé. Cette usine de dessalement a été annoncée pour le deuxième semestre de 2026, encore une fois selon notre expert. Le gouvernement quant à lui a annoncé une troisième retenue collinaire, cette fois-ci dans le sud de l'île. Cette annonce s'implante dans le cadre du plan Mayotte debout. À Mayotte en 2025, la consommation d'eau est estimée à 47 000 m3 d'eau par jour. Avec les forages et les usines, on espère atteindre les 60 000 m3 d'eau par jour. De quoi répondre à nos besoins. Et si on améliore la production, il faut aussi améliorer la distribution, avec un service qui suit la cadence sans fuite. Ces fuites justement ont pu être réparées par des agents venus d'Hexagone, mais aussi par des militaires du génie civil venus lors du cyclone Chido. Tout ça évidemment comporte des défis. Déjà environnementaux, car l'usine de dessalement va rejeter de l'eau chaude et concentrée en sel dans le lagon. Ce sont ces points qui ont amené des associations environnementales à déposer 2 recours auprès du tribunal administratif de Mayotte. À l'heure actuelle, on ne sait pas si les travaux vont pouvoir continuer dans l'usine en vue des enjeux environnementaux. En plus de cela, à Mayotte, on retrouve un phénomène qui s'appelle le kashkazi. Pour faire très simple, on va retrouver des pluies très fortes qui vont donner des coulées de boue. Cela se passe durant la saison des pluies, donc de novembre à avril, et ça peut poser problème. Au niveau de l'urbanisme aussi, il y a un défi. Si l'urbanisme se développe plus rapidement que les services en eau, ça peut poser problème. Bien maintenant, le dernier point, ce fameux procès. Le 16 avril 2026, le tribunal judiciaire de Paris a rendu son jugement. L'ex-président du syndicat, nommé Bavy, a écopé de la peine la plus lourde pour favoritisme et corruption active. Il doit donc purger une peine de 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. Au total, c'est 18 prévenus qui ont été jugés, donc des anciens responsables et des entreprises. Au niveau de la santé, c'est pas facile parce qu'il faut toujours se déplacer loin pour avoir un médecin. À part que maintenant, heureusement qu'il y a les infirmiers libérales qui passent pour voir les personnes âgées et tout ça. Mais avant, il n'y avait pas ça. Mais sinon, pour se soigner, il faut toujours se déplacer un peu plus loin. Vous avez sûrement déjà entendu parler du CHM de Mamoudzou, toujours bondé et en sous-effectif. La population mahoraise a donc pris l'habitude, et ce depuis toujours, de se rendre à La Réunion ou en Hexagone pour les pathologies les plus graves. À Mayotte, l'espérance de vie d'un homme est de 64,7 ans, contre 79,3 ans en Hexagone. Pour une femme à Mayotte, c'est 77,9 ans, contre 85,4 ans pour une femme en Hexagone. À Mayotte, on a plein de problèmes un petit peu bizarres, comme les enseignants qui ne sont pas payés pendant 3 mois. Pour cause, des problèmes informatiques. Selon le rectorat, 250 personnes sont concernées. Les syndicats, eux, évoquent plus de 1000 personnes touchées. Selon Boueni Malidi, du syndicat national des enseignants du secondaire de Mayotte, des cas de professeurs non payés, ce n'est pas une première. Mais c'est la première fois que ça touche autant d'enseignants d'un coup. Tout cela en sachant que les prix alimentaires sont 30 fois plus élevés à Mayotte que dans l'Hexagone. Les professeurs sont donc obligés d'emprunter et d'accumuler les découverts. La vie chère à Mayotte, c'est aussi un sujet, et ça date pas d'hier. En 2011, cette situation avait amené à des manifestations et des violences dans la rue. Plus largement, si on regarde les statistiques de l'INSEE, Mayotte est tout le temps en bas du classement. Le niveau de vie médian en 2021 est en France de 23 000 €, et à Mayotte, c'est 4 000 €. En France, 15,3% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et c'est 77% à Mayotte. En France, 25% des 15 ans ou plus non scolarisés en 2022 sont peu ou pas diplômés. À Mayotte, c'est 70%. En France, hors Mayotte, le taux de chômage est de 7,4% en 2024. À Mayotte, c'est d'un peu moins de 30%. Les opérations comme Wambouchou ne permettent pas de solution à long terme à Mayotte et placent la population comorienne comme responsable d'une situation très complexe. En plus de ça, lors des expulsions, de nombreux enfants vont rester. Avec cette situation de mineurs isolés, la boucle de la violence n'est donc pas fermée. On retrouve donc lors de ces expulsions des problèmes humanitaires,
mais aussi liées à la santé. Juste avant le début de Wambushu, près de 200 membres du personnel de santé hospitalier et des libéraux, donc des médecins, des aides-soignants, des infirmiers et des sages-femmes, ont signé une lettre dédiée aux autorités. Dans cette lettre, ils font part de leur inquiétude face à l'opération. En fait, ce genre d'intervention de grande ampleur peut engendrer beaucoup de complications pour des personnes en situation irrégulière, comme régulières. Par exemple, des Mahorais qui sont malades peuvent avoir peur de sortir de chez eux pendant les opérations policières. Des parents en situation irrégulière qui ont des enfants qui ont, eux, les bons papiers, peuvent venir rendre visite à leurs enfants hospitalisés, mais se faire attraper en sortant, laissant alors leurs enfants seuls. Et puis avec les barrages routiers, les infirmiers ne peuvent plus se rendre à domicile. Revenir à Mayotte, ça a été un vrai plaisir. Ça a été revoir mes grands-parents, pouvoir partager des moments avec eux. C'est aussi se baigner dans une eau très salée. Je sais pas pourquoi l'eau de la mer est si salée là-bas. C'est aussi passer des moments avec ma famille. C'est la première fois que j'ai participé à un Manzaraka, par exemple. Un Manzaraka, c'est un mariage mahorais. Et cette expérience m'a énormément marquée. Moi qui a toujours rêvé de faire du journalisme, j'ai pu prendre pleinement conscience de l'importance de ce métier. La population était toujours volontaire pour répondre à mes questions et ils voulaient vraiment parler et espérer que mon travail change les choses. Alors je sais pas si c'est le cas, mais au moins j'espère avoir pu informer quelques personnes.